Sandrine Cauvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante chez Turgot Asset Management. On va parler avec vous de matières premières et notamment de pétrole et de gaz. C'est vrai qu'il y a pas mal d'actualités. Alors, on ne va pas parler tout de suite de géopolitique, mais faisons un bilan peut-être déjà de cette année. On sait que les matières premières, les investisseurs aiment bien parfois à titre de protection. Il y en a qui investissent pour d'autres raisons. Est-ce que les investisseurs ont joué les matières premières en 2013 ou pas du tout ? Non, les matières premières, on ne peut pas dire qu'elles aient été beaucoup jouées, parce qu'au niveau global, si vous regardez les matières premières, généralement, elles n'ont pas beaucoup progressé. Au contraire, on peut dire qu'il y a même eu des baisses. Si on prend l'exemple de l'or, qui s'est rattrapé récemment, mais en revanche, qui a connu quand même une forte baisse au printemps. Les matières premières métaux de base aussi ont pas mal souffert. Et je dirais que la seule matière première qui a tiré son épingle du jeu en 2013, c'est le pétrole. Il y a des raisons derrière ça, parce que le pétrole, c'est un marché un peu particulier par rapport aux autres matières premières, qui répond à des... Bon, pareil, que les autres matières premières, à la loi d'un équilibre entre l'offre et la demande. Cependant, aujourd'hui, en tout cas en 2013, il y a eu un équilibre offre-demande qui a été beaucoup plus tendu que ce qui avait été anticipé. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que fin 2012 et début 2013, le marché s'est beaucoup focalisé sur l'offre de pétrole au niveau de l'Amérique du Nord. Oui, on a beaucoup parlé de gaz de schiste notamment, oui. Et ça peut-être c'est pas arrivé aussi vite que prévu, ou en tout cas on n'en est pas à ce qu'on avait imaginé sur le pétrole américain. Le pétrole américain est en progression. Il se passe quelque chose sur le marché américain. C'est vrai que le schiste est beaucoup. Il y a eu d'abord le gaz, maintenant c'est au niveau du pétrole, mais il y a eu une focalisation du marché sur en tout cas cette augmentation d'offres, et on a fait un amalgame en se disant au final il y a une augmentation en Amérique du Nord et il y a une augmentation au niveau global de l'offre. En revanche, cette offre qui a progressé, ça n'a fait que compenser une offre qui était en déclin dans d'autres zones et en particulier au Moyen-Orient. Donc le Moyen-Orient, comme vous le savez, est une zone où il y a quand même pas mal de perturbations. En dehors de ce qui se passe tout récemment avec la Syrie, il y a l'Iran qui est sous embargo déjà depuis plus d'1 an. Donc on a retiré sur le marché 1 million de barils par jour, ce qui est pas rien. Vous avez aussi l'Irak qui connaît des perturbations, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend peu parler, mais il y a toujours des attaques récurrentes sur les outils de production en Irak. Donc là aussi, il y a des déceptions. Donc pas de compensation, en tout cas, de perte de l'Iran par l'Irak, ce qu'aurait pu être... Exactement. Donc en fait, la compensation de réduction d'offres au Moyen-Orient, ça a été du côté de l'Amérique du Nord, ce qui fait qu'au global, vous n'avez pas une offre qui a progressé et que vous avez toujours des nervosités, parce que quand vous avez on l'a vu tout récemment, dès qu'on parle de potentiellement un conflit en Syrie ou de nouveau des problèmes qui pourraient y avoir sur l'approvisionnement de cette zone, vous avez le prix qui remonte fortement. On entend des barils à $150, enfin les chiffres qu'on entend dans les périodes de crise. Oui, exactement. Bon, maintenant, on ne montera peut-être pas sur ces niveaux-là. Je pense que 150 ou $200, ça voudrait dire que le conflit en Syrie s'enlise, qu'on est vraiment, et je ne pense pas que ce soit l'option sur laquelle on va s'orienter. Oui, il y avait l'autre pari aussi, c'était de penser que, compte tenu de ce qui se passait sur la macroéconomie, que la reprise était loin d'être là. On avait vu la Chine qui commençait à avoir un petit peu des difficultés, donc finalement la macroéconomie n'était pas là, et du coup on pouvait se dire que les matières premières auraient pu baisser, notamment le pétrole, et effectivement ça n'a pas été le cas du coup. Alors en fait, au niveau du pétrole, il y a quand même plusieurs choses qui se sont passées. C'est vrai que si on parle sur la première partie de l'année, disons que si on parle de janvier jusqu'à avril-mai, on ne peut pas dire que les prix étaient très très bien orientés. On était plutôt sur une fourchette de 90-100 $, et c'est vrai que c'est après que ça a commencé à progresser. Alors parce qu'on a eu une macroéconomie qui était quand même en amélioration, parce que même si au niveau de la Chine, on n'est plus sur des niveaux qu'on a connus, on reste quand même sur un PIB entre 7 et 7,5%, ce qui reste quand même correct. Et au niveau macro, au niveau des États-Unis, il y a aussi une amélioration, même si on n'est pas non plus là sur les niveaux historiques.
Du côté des pétrolières, est-ce qu'elles ont profité de cette période? Est-ce qu'on regarde souvent les cours de bourse sur les grandes pétrolières? On voit parfois, par exemple, si on prend Total, on va dire il y a un rendement sur cette valeur, mais sur le cours de bourse, on ne peut pas dire qu'il y a eu sur les dernières années, en tout cas, un vrai engouement des investisseurs. Alors je suis d'accord avec vous. Le problème qui se passe au niveau des investisseurs par rapport au secteur, c'est qu'il se passe des choses au niveau... Parce que, alors pour revenir à ce qu'on disait sur les gaz de schiste ou le pétrole de schiste, on a beaucoup dit que ça allait faire baisser les prix de production. Et au final, toutes ces productions, alors pas seulement de schiste, mais globalement toutes les nouvelles zones de production comme le pré-salt au Brésil, c'est des projets beaucoup plus complexes et qui nécessitent des investissements importants et donc derrière des prix du pétrole qui doivent être plus élevés. Donc ça pèse au niveau des bilans, enfin en tout cas des cash flows des sociétés de production, parce que qui dit des prix plus élevés, derrière, même si vous avez un environnement de prix qui se tient, on n'est pas finalement sur des rentabilités qui sont quand même tendance à s'effriter. Par contre, c'est vrai que ce sont des sociétés qui ont des rendements, qui n'ont pas de problème de cash, mais ça ne justifie pas d'avoir des fortes performances boursières. Cela dit, tout récemment, on a vu que quand même Total a commencé à rattraper son retard pour les raisons qu'on a évoquées, parce que effectivement, si il se passe quelque chose en Syrie et s'il venait à y avoir un peu de flambée sur le prix du pétrole, ça va quand même être les gagnants par rapport à d'autres secteurs. Est-ce que du côté des services pétroliers, qui sont souvent, effectivement, dont on parle pas forcément très souvent, mais qui sont liés à cette activité sur le pétrole, est-ce qu'il y a eu des comportements différents? Est-ce qu'on a vu de meilleures choses de votre point de vue? Sur les services pétroliers, c'est là aussi contrasté. Parce qu'en fait, quand vous avez une période de hausse des prix de production, normalement, effectivement, les gagnants, ce sont les sociétés de services, puisque c'est les compagnies pétrolières sous-traitent l'activité à ces sociétés-là. En revanche, il s'est passé quand même des petits problèmes sur certaines sociétés, notamment je donne le cas de Saipem, qui a eu des problèmes sur des contrats en Afrique particulièrement, mais aussi au Mexique et au Canada, parce qu'effectivement c'est des contrats complexes et Saipem n'avait peut-être pas bien appréhendé la difficulté de ces projets, et au moment où ils ont remporté ces projets-là, ils les avaient pris sur des niveaux de rentabilité qui étaient pas assez élevés au regard du travail qu'il y a eu à effectuer. Donc ça a mis un peu de défiance des marchés vis-à-vis des compagnies de services pétroliers. Cela dit, il y a d'autres acteurs type Technip qui aujourd'hui illustrent le fait qu'on peut être dans cette activité-là avec des bonnes marges, parce qu'on a une discipline au niveau de la prise des contrats. On fait attention de ne pas se lancer sur des contrats trop risqués, en tout cas en prenant la mesure d'avoir des montants de contrats qui sont suffisants pour assurer de la rentabilité. Mais c'est vrai que le marché a été un peu perturbé par ça. Donc c'est vrai que la question qui va vous venir naturellement, c'est de me dire alors finalement sur quoi on peut gagner. Entre les valeurs de rendement, on pourrait se dire on cherche juste un rendement et Total, ça en a fait partie et ça en fait partie, ou des valeurs de croissance, quel type de valeurs peuvent susciter l'intérêt? Alors je pense qu'il y a deux choses à regarder sur le secteur, c'est les sociétés d'exploration-production qui sont avec des portefeuilles sur des zones très prometteuses, type Afrique de l'Est, dont on a beaucoup entendu parler, Tanzanie, Kenya ou même Mozambique. Donc là, c'est vraiment des nouvelles provinces qui sont en train de se développer, et donc ces sociétés-là ont fait des grosses découvertes. Donc je parle de gens comme Ophir Energy ou même Cove Energy, qui a été acquis par un Thaïlandais en début d'année. Donc ces sociétés-là, elles offrent des croissances de production très importantes sur les prochaines années, et surtout aussi elles sont jouées parce qu'au moment où elles publient les découvertes, le marché accueille ça de manière favorable, et vous avez donc des forts impacts sur les cours de bourse. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui semble aussi intéressant au niveau de l'investissement sur ce secteur-là, c'est tout ce qui est lié au niveau du traitement de gaz, de gestion des pipelines, parce qu'en fait, tout ce dont on parle au niveau du schiste américain, ça demande beaucoup de développement au niveau de nouvelles infrastructures. Donc, vous avez des grosses sociétés qui sont sur les constructions de pipes, gestion de pipes, et là, vous avez aussi des forts carnets de commandes. Ce sont des sociétés qui ont des très bons rendements aussi, donc vous avez peut-être moins de risques que enfin c'est même sûr, vous avez moins de risques sur des sociétés de services où il peut y avoir des couacs sur des contrats. Merci d'avoir fait le point avec nous, Sandrine Cauvin. Je rappelle que vous êtes donc gérante chez Turgot Asset Management, et on reparlera forcément de ce secteur pétrolier dans les prochains mois.